Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Notre grande interrogation du jour. Côte d'Ivoire, l'armée française dans le checkpoint. Les Ivoiriens en pleine recolonisation, c'est notre grande interrogation du jour. Eh bien, mesdames, messieurs, le colonel Frédéric Gauthier, commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire, compare volontiers le camp de Fort Bouette à Abidjan à une sorte de porte-avions, comme une plateforme depuis laquelle des missions aussi nombreuses que variées peuvent, on va le dire ainsi, être conduites dans le cadre d'une nature luxuriante. C'est par là qu'était arrivé un soir de décembre 2019 Emmanuel Macron pour un réveillon de Noël anticipé avec les troupes françaises. Mais que font les soldats français en Côte d'Ivoire? Eh bien, mesdames, messieurs, environ 950 soldats sont stationnés sur cette base opérationnelle pour veiller aux intérêts, nous dit-on, stratégiques de la France. Sur la côte ouest et le centre du continent africain, il s'agit du deuxième contingent de troupes prépositionné en Afrique après celui de Djibouti à l'est. La présence française dans le pays se fonde loin dans l'histoire de la colonisation de l'Afrique et surtout de cet État posé au bord de l'Atlantique Sud. Selon le langage officiel français, aujourd'hui les militaires français y forment les forces armées de la Côte d'Ivoire et s'entraînent régulièrement à leur côté. Quand un soldat ne fait pas la guerre, il s'entraîne à faire la guerre, souligne le colonel Gauthier. Surtout en cas de besoin, ces soldats sont susceptibles d'être déployés pour mener à bien tout type d'opération, évacuation, mission humanitaire, déclare d'ailleurs ce dernier. De quelle mission parle-t-on? Eh bien, mesdames, messieurs, depuis quelques années aujourd'hui, les militaires français font des patrouilles dans toute la Côte d'Ivoire. Il y a des passages obligatoires où tout le monde est fouillé, tous les véhicules, et même les piétons, au point où certains Ivoiriens se demandent s'ils sont encore en Côte d'Ivoire. Et nous nous interrogeons, nous également, la Côte d'Ivoire est-il un territoire français? Les Ivoiriens sont encore chez eux ou ce sont finalement les militaires français qui sont devenus ivoiriens? Voilà pourquoi nous nous interrogeons au cours de cette autre édition de Paroles panafricanistes. Côte d'Ivoire, l'armée française dans les checkpoints, les Ivoiriens en pleine recolonisation, c'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Bandakani. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Goss, c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. J'ai une pensée particulière pour votre épouse et pour notre public mondial qui grandit de jour en jour. C'est une prouesse que nous avons réalisée en termes d'audimat en quelques mois. Oui. Si on se souvient que nous avons lancé, comme ça, de façon spontanée, Panafricaniste TV, en réponse à la démarche de l'ambassadeur de France, qui a décidé de fermer DBS Matinal avec la complicité de M. Dampolo. Donc, ça a été un coup dur, mais comme nous sommes très pro-réactifs, et que l'africanisme est très pro-réactif, et que ce n'est pas un petit ambassadeur de France qui peut mettre fin au combat que nous menons, nous avons été obligés de lancer Panafricaniste TV. Oui. Alors, la réponse du public est très intéressante, et moi je voudrais les encourager davantage à soutenir cette dynamique qui, il ne faut pas le cacher, voit loin. Il faut que les chaînes panafricanistes soient aux mains d'authentiques panafricanistes. La procuration que les panafricanistes ont donnée à des égarés hommes d'affaires qui se sont retrouvés dans un combat dans lequel ils ne comprennent absolument rien et ne veulent pas comprendre quelque chose, c'est terminé. Il faut que les panafricanistes aient leur chaîne de télévision et nous travaillons sur ce chantier, ce n'est pas négociable. Et par tous les moyens, nous allons arriver. Donc, Panafricaniste TV est dans cette dynamique-là et les résultats que nous voyons là, c'est très intéressant. Très intéressant. Donc, je voudrais, une fois de plus, me réjouir. Une fois, ce n'est pas coutume, me réjouir des résultats, n'est-ce pas, que le travail que nous faisons est en train d'engranger. Je salue spécialement tous mes copanélistes. Le format ne permet pas qu'on se retrouve sur les plateaux comme à DBS Matinal, à l'époque où tu étais l'animateur. Oui. Mais le format c'est excellent. J'écoute, je suis attentivement leurs prestations. Ils m'apprennent beaucoup de choses et ça avait un plaisir que je découvre, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, des interventions de mes copanélistes que je salue de façon spéciale.
Et c'est une grande aventure qui ne fait que commencer. Et l'aventure ne fait que commencer, comme vous le dites. Elle ne sera pas ambiguë cette fois-ci. Pas du tout ambiguë. Voilà. Nous sommes très heureux de vous avoir, président Banakani, encore au cours de cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes au courant d'ailleurs. Il y a certaines images qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, montrant justement des soldats français dans des checkpoints et justement fouillant les véhicules, les piétons et certains d'ailleurs, des Ivoiriens, disent haut et fort, ici, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut que cette affirmation des Ivoiriens doit cesser d'être une espérance. Oui. Une vue de l'esprit. Parce que la vérité est que leur pays ne leur appartient plus depuis très longtemps. S'il leur appartenait un jour. Parce que le fouettisme, historiquement, c'était un masque. C'était le masque du fait que la Côte d'Ivoire était une colonie française. Exact. L'émergence politique du Fouet-Boigny s'est faite sur la trahison du combat panafricaniste et indépendantiste des années, parlons comme ça, 50 aux années 60. Il a construit sa carrière par la trahison et la liquidation de ce combat et la destruction et le saccage du Rassemblement démocratique africain, dont Mougnobé était vice-président, entre autres, avec les Sékou Touré, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, il a écouté les sirènes de la France, les propositions de M. Mitterrand et de la France-Afrique, lui et Senghor. Ils ont inauguré une ère politique où, pour promouvoir les intérêts de l'Afrique et des pays africains, il fallait d'abord promouvoir ceux de la France. C'est ça le deal avec le Fouet-Boigny. Alors le fouettisme a été un mythe basé sur la relative prospérité des matières premières, cacao, café, que la Côte d'Ivoire vendait entre autres, dans le cadre des compromis préférentiels qui garantissaient certains accès en termes de marché. Des États comme la Côte d'Ivoire avaient des rentrées de devises extraordinaires et régulières qui permettaient au Fouet de jouer au grand-père de l'État, de la nation. Mais en réalité, il était un sous-ministre des Affaires étrangères de la France sur le continent, organisant la déstabilisation d'autres pays, l'assassinat des dirigeants, des guerres civiles ailleurs, on l'a vu au Biafra, et osant héberger une ambassade d'un voyou comme Savimbi. Ce sont des faits historiques. Ce sont des faits. C'est ça le fouettisme. Donc, que les Ivoiriens aient cru que leur pays leur appartenait sous le fouet, la réalité les a rattrapés. Je ne m'en réjouis pas, puisqu'ils savent que je suis à leur côté. Je serai toujours à leur côté. Mais il faut construire la mémoire historique. Parce que la mémoire historique est la condition du patriotisme, mon cher Jocelyn. Il n'y a pas de patriotisme qui ne soit pas fécondé par une puissante mémoire historique. Et cette mémoire historique doit être basée sur la vérité. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas une mémoire qu'on va charcuter. On ne métisse pas une mémoire. Il faut laisser ça à Senghor. On ne métisse pas la mémoire. C'est-à-dire la mémoire est la mémoire ou elle n'est pas la mémoire. Vous comprenez? La mémoire a des fonctions précises. La mémoire a un rôle précis dans la construction de l'individu et de ses capacités cognitives, n'est-ce pas? On ne métisse pas la mémoire. La mémoire se nourrit de la vérité historique. Donc les Ivoiriens doivent s'investir dans l'étude profonde de leur histoire. Et ils vont comprendre d'où vient la racine des problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Il y a la mystification au fouettisme. C'était une mystification extraordinaire qui a fait croire qu'en Côte d'Ivoire, il y avait un métissage culturel, les fanfaronnades d'Achille Mbembe et consorts. Il y avait un cosmopolitisme qui était magnifique, la présence des étrangers. C'était le pays de... Alors, au Fouet était un champion de l'unité africaine, il était un champion... il était même panafricaniste, parce que, dit-on, il hébergeait les étrangers. Mais quel était le type d'hébergement des étrangers qu'il y avait en Côte d'Ivoire? Transporter des populations pour qu'ils viennent être esclaves dans les plantations, ça c'est l'histoire coloniale, les plantations coloniales de toute cette sous-région-là, en général, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et après, cette génération ancienne va amener une nouvelle génération d'étrangers qui viendront être soit domestiques, soit se livrant à des petits métiers, oui, n'est-ce pas? Pendant que l'Ivoirien, produit du fouet, était lui un grand patron, un petit Français, n'est-ce pas? Un petit Français, il ne touchait pas les bas travaux, et après on les a laissés le commerce dans lequel ils sont installés. C'est ce qu'on a appelé les Djoula, qui n'est pas une ethnie, mais qui est un conglomérat, n'est-ce pas? Comment on dit ça? Cette
ce foisonnement d'étrangers venant de certains pays précis, le Mali, le Burkina, le Sénégal, etc., etc. Mais ces gens avaient leur pays. Mais les rêveries et les fanfaronnades de M. Houphouët-Boigny, qui confondaient sa richesse personnelle à la richesse de la Côte d'Ivoire, ont fait croire qu'il y avait un modèle ivoirien. C'est ça le modèle ivoirien. On a dit le modèle ivoirien. Écoutez très bien, le modèle ivoirien. C'est Gbagbo qui s'est opposé à ça au nom de la démocratie, mais avant lui, il y a eu des révoltes. Il y a eu cette révolte, cette grande, j'ai oublié le nom, c'est toujours, je n'aime pas, il ne faut pas décider le combat, mais il y a eu ce grand résistant qui venait de la région du président Gbagbo, qui a mené des guerres historiques pour s'opposer à ça. Donc il faut leur rendre la mémoire, il faut rendre hommage à ces gens-là ici. Oui. J'ai oublié son nom, ce grand résistant. Il a fait la guerre au fait pour s'opposer à ce modèle. Ils ont fait des guerres de décolonisation en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler ça. Vous avez les Bidjans, le peuple autochtone d'Abidjan. Oui. Le nom Abidjan vient de Bidjan. La Tchéquie, le plan national vient de Bidjan. Gardiens, n'est-ce pas, du plateau d'Abidjan, qui ont résisté et qui ont été liquidés. Et tout le conflit aujourd'hui foncier de tout l'Abidjan, c'est le conflit des Bidjans. Et quand vous savez que les recettes douanières les recettes fiscales de la Côte d'Ivoire, pour l'essentiel, on a 90% viennent du plateau d'Abidjan, n'est-ce pas? Du port d'Abidjan, du plateau d'Abidjan. Vous comprenez très bien pourquoi je convoque ici les Bidjans. Donc vous avez ce modèle houphouëtiste qui était, n'est-ce pas, un mirage basé sur le fait que quelqu'un élevait au niveau d'un modèle la colonisation. C'est de cela qu'il s'agit. C'était un modèle colonial. Alors, ce bricolage a marché quand les cultures d'exportation, le compromis géoéconomique au niveau mondial qui garantissait, n'est-ce pas, ces devises à partir de ces cultures d'exportation, quand il a été remis en cause par les patrons d'Houphouët, qui sont allés nous inventer des plantations en Asie, pour les besoins de la cause, ben, Houphouët s'est levé un matin et dit « on nous vole, on nous vole, on nous vole ». Il s'est lancé dans une guerre un peu villageoise contre les spéculateurs internationaux à dessein. Et voilà donc le modèle qui va au FMI et on lui fout M. Ouattara dans les fesses. C'est ça le modèle. Alors ce modèle-là, on l'appelait modèle ivoirien pour la circonstance, pour l'époque. Mais quand Ouattara vient et est choisi comme héritier de Houphouët, que le Houphouët vole pas, on le lui impose. Après avoir infiltré son lit avec cette sorcière qui est là aujourd'hui, que vous appelez première dame de Côte d'Ivoire. Moi, on n'est pas là pour s'amuser, ce sont des faits historiques. Hein? On l'a infiltrée là-bas, elle a préparé le terrain. Et elle s'est mariée à M. Ouattara. Ils ont créé une entreprise dont ils sont l'un des actionnaires, avec les chocolatiers, la France, les financiers internationaux. Cette entreprise-là a pour champ d'exploitation, champ de plantation moderne, la Côte d'Ivoire, comme pays à tout point de vue, pourvu que l'entreprise dont Ouattara est le gestionnaire, mais qui a pour actionnaire la France, les réseaux internationaux criminels que vous connaissez, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, doivent s'enrichir en termes de centaines de milliards à l'année, pillant le pays, confisquant ses matières premières et détruisant son équilibre ethnique et ethnico-démographique en faisant de ce pays un melting pot de nationalités pour créer un monstre. Un monstre. C'est ça, en fait, arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est cela qu'il s'agit. Alors, ce modèle-là qu'on appelle modèle ivoirien, il est aujourd'hui dans un modèle international qu'on veut vendre à tous les pays africains. C'est-à-dire que vous ne devez plus avoir ce qu'on appelle une unité démographique et historique, ethnico-historique digne de ce nom. C'est interdit. On a parlé de ça dans le cadre de la charte de Toronto, oui. Vous savez très bien. Donc, il n'y a pas ça, on déracine, on déséquilibre votre démographie en important des populations d'ailleurs qu'on transforme en habitants de chevaux. Et tout ça, c'est pour qu'il n'y ait pas de patriotisme, on détruit le patriotisme au nom d'un cosmopolitisme, mais qui est au service du projet criminel de vous arracher toutes vos ressources, d'installer des bases militaires criminelles sur votre territoire et de faire la guerre à d'autres pays qui vont refuser le modèle. Ouattara est la base de ce projet-là. Voilà pourquoi nous avons dit que la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis plus de 70 ans, c'est l'arrivée de ce monsieur au pouvoir. Donc, ce n'est pas un projet avec lequel on peut négocier. Ce n'est pas un projet acceptable. C'est-à-dire qu'on lui fait la guerre.
Ça prend les formes que ça prendra, mais on lui fait la guerre. Les Ivoiriens sont en guerre. Ils sont dans une guerre de décolonisation. Ils n'ont jamais décolonisé. Il faut trahir ce combat-là. Ils sont en guerre. Leur pays leur a été arraché. Un terroriste criminel à la tête de leur pays, placé par la communauté dite internationale pour les besoins de la cause. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit, mon chien gosse. Donc, à partir du moment où la Côte d'Ivoire est une colonie, est un comptoir qu'on met en valeur pour enrichir. Comptoir colonial ? Bien sûr. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'on met en valeur pour enrichir les centres d'affaires, les métropoles d'affaires et un pays qu'on appelle la France. Mais le checkpoint, c'est quoi? C'est normal qu'il y ait le checkpoint, monsieur. C'est le contraire qui aurait surpris. C'est normal qu'il y ait le checkpoint. Le checkpoint, c'est un acte administratif. C'est un acte réglementaire de maintien de l'ordre. L'ordre colonial bat son plan en Côte d'Ivoire. Il s'est globalisé avec l'arrivée du terroriste en chef à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, les checkpoints rentrent dans l'ordre des choses. Vous ne savez pas que M. Macron l'a imposé en France à la faveur de sa guerre pandémique. Il n'y a pas de hasard. Pour le coronavirus. Donc, mais comment voulez-vous que les soldats français ne se sentent pas chez eux en Côte d'Ivoire? C'est une milice internationale. L'armée française est au service du mondialisme. Quelques 21 000 réservistes de l'armée française nous ont pondu un document historique pour reprendre nos thèses, pour dire que M. Macron, c'est un mondialiste qui vend la France au marché financier. C'est sa mission. C'est sa mission. Donc, les checkpoints en Côte d'Ivoire participent, sont une manifestation du projet colonial désormais globalisé qui bat son plan en Côte d'Ivoire et qu'on veut faire comme modèle en Afrique. Le prochain pays qu'on veut ivoiriser dans ce sens-là, c'est le Niger. On a placé un ancien terroriste à la tête du Niger, n'est-ce pas? C'est complètement une catastrophe. C'est ça. C'est le modèle qu'on va implémenter là-bas. Et c'est le modèle qu'on va implémenter dans tous les pays anciennement colonisés par la France. Là où les associations vont rater, ils vont faire ça. Là où ils ont réussi à installer leur friperie démocratique de pacotille, ils vont faire ça. Vous comprenez? Donc, le mouvement panafricaniste est debout pour empêcher ce projet. D'où la guerre qui nous oppose à la France. D'où le comportement de l'ambassadeur français, que je comprends. C'est une guerre. Et c'est pour ça qu'il est petit. Il est petit parce que c'est un réactionnaire, c'est des comportements réactionnaires. Aller faire des guerres en dehors qui restent chez eux et qui fassent un peu comme les Allemands, qu'ils apprennent à travailler au lieu de bavarder. Bavarder, qu'ils travaillent. Les Français se prennent pour des Grecs du XXIe siècle. Or, c'est quoi la Grèce antique à l'époque? C'était des petits arrivistes, petits nobles qui bavardaient à l'agora matin, midi, soir. Ils se faisaient appeler démos, pendant que l'essentiel du pays du travail était le fait des esclaves, qui n'avaient pas d'existence reconnue sur le plan de la citoyenneté. C'est ça le modèle grec. Et ils ont inventé la rhétorique, c'est-à-dire le bavardage. Et des politiciens sont nés là-bas, des bavards professionnels. Hein? C'est ça. Donc les Français ils reproduisent ça aujourd'hui. Ils bavardent trop. Les intellectuels sont des bavards. Les hommes politiques, alors des pays bavards. Et ils deviennent hommes d'affaires, ils sont milliardaires. Ils n'ont aucune entreprise, ils n'ont rien travaillé. Par la rapine, le pillage. Monsieur Le Drian en est l'exemple parfait. Le Sarkozy, toute cette racaille qui dirige la France. Mais qu'est-ce que c'est dans ce pays-là? C'est comme ça. C'est un pays qui bavarde. Ce sont des nobles, n'est-ce pas? Autant d'Athènes, des nobles, feignants, ils ne travaillaient pas, parasites, n'est-ce pas? Qui se nourrissaient du travail des esclaves. Donc l'Afrique est une gigantesque plantation d'esclaves qui ont pour vocation de servir des voyous comme Sarkozy, des gens comme Le Drian, des pintins comme Macron, toute cette racaille-là qui nous donne des leçons, mais qui sur le plan humain c'est ce qu'on appelle les résidus de l'évolution humaine. Ce ne sont même pas des humains, ça. C'est de cela qu'il s'agit. Le drame ivoirien, c'est ça qu'il est. Ce n'est pas une affaire de checkpoint. Checkpoint, c'est quoi? C'est une manifestation. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux. Vous pouvez justifier. Pourquoi peut-on justifier les bases militaires françaises dans les pays africains, en général, et en particulier en Côte d'Ivoire? Et ce n'est pas par les traités coloniaux. Mais la colonisation, nous a-t-on dit, est finie depuis l'ONU. L'ONU s'est vantée. Quand vous écoutez l'ONU, une de ses prouesses, c'est que j'aime mis fort au colonialisme, sous le fouet américain. Ça fait rire les naïfs. Ça, c'est pour les naïfs. Mais il y a un État, nous démontrons depuis 10 ans qu'il y a un État qui pratique la colonisation directe en plein 21e siècle. C'est la France. Parce qu'elle ne peut pas vivre, ils ne savent pas travailler. L'élite française, c'est une élite gangrénée. Elle n'est pas à la hauteur. Elle prétend être un pays moderne, mais même les évolutions, la modernité économique, ils ne savent pas ce que c'est. Vous les avez dit. C'est pour ça que
C'est pour ça que l'émergence de l'Afrique, c'est la mort de la France. C'est inévitable. C'est inévitable. Mais c'est cela qu'il s'agit. Mais quel est ce modèle qu'on va imposer aux Ivoiriens? Comment c'est explicable? Comment la communauté internationale, puisque c'est le nom qui se donne, peut, en dehors de criminocratie, qu'est-ce qui est défendable en Côte d'Ivoire? Ça correspond à quoi? À quelle démocratie? À quel modèle de droits de l'homme? Quelle est l'éthique culturelle qu'on peut défendre en Côte d'Ivoire? C'est quoi ce monstre qu'on appelle Ouattara? C'est d'arriver au pouvoir, son comportement. Qu'est-ce qu'il y a là de soutenable à tout point de vue humain? Rien. Mais on nous vante ça. Et il y a la communauté internationale, on voit. Et le voyou qui est à l'ONU peut se balader un matin et aller sur le niveau du Niger, donner des leçons, oubliant que l'ONU est devenue une rébellion en Côte d'Ivoire pour placer au pouvoir ce monsieur qui n'est pas ivoirien. Finalement, on est dans la colonisation, on n'a pas décolonisé, on repart encore dans la recolonisation finalement. Non, on ne peut pas, c'est la continuité. C'est-à-dire que la colonisation a pris les formes d'une colonisation globale. Vous pouvez appeler ça recolonisation, c'est juste. Colonisation, ben c'est une transformation de la vieille colonisation en colonisation globale. Les méthodes n'ont pas changé. Les formes, oui, mais les fondamentaux n'ont pas bougé. C'est de cela qu'il s'agit. Mais est-ce que Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire? C'est un putschiste, doublé d'un terroriste rebelle. Tout le monde le sait. Faut-il parler de ça? Moi, je vois des gens qui veulent... Je vois les amalgames qui se font là. Maintenant, le nouveau travail de certains Ivoiriens qui n'ont jamais mené de combat politique digne de ce nom, qui n'ont pas l'envergure historique du président Gbagbo, c'est de changer les thèmes du débat. Faire comme si le problème de la Côte d'Ivoire maintenant c'est Gbagbo. Il faut qu'il prenne sa retraite. Vous avez des troubadours comme Afeni Guessan, une honte. Un vaurien fabriqué par Gbagbo, qui ose dire qu'aujourd'hui le FPI lui appartient. Parce qu'il est instrumentalisé par Ouattara. Il y a tout un discours qui consiste à, matin, midi, soir, à compter les manquements soi-disant du président Gbagbo. On avait dit que si rentre dans la Côte d'Ivoire, il y aura le feu. Où sont les victimes et leurs leaders? Elles ont toutes disparu. Non, votre rire est normal, et à défaut de pleurer. Il y avait un président de l'association des victimes qui pourrait qu'on s'y rentre en Côte d'Ivoire, on est fini. Il est où? Où sont les victimes? RFI, France 24 nous bassinait matin, midi, soir. Des victimes avec des interviews à RFI. Ils sont passés où? Depuis que Gbagbo est rentré, il n'y a pas la paix en Côte d'Ivoire. En quoi est-ce qu'il dérange la Côte d'Ivoire? Mais on veut détruire le prestige qu'il incarne, c'est-à-dire que la honte du système international. Il est l'incarnation du caractère criminocratique de la communauté internationale. Pour trouver un mot plus fort, il n'y en a pas. Du caractère nazi, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je n'ai pas dit néo-nazi, nazi, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Le gars a été célestement acquitté. Il est rentré chez lui triomphalement, alors qu'on ne voulait même pas qu'il rentre. Il s'est installé, il a laissé le parti à un autre petit criminel voyou qu'il a fabriqué et qui a été retourné par la France, et dont le valet, M. Ouattara, instrumentalise la grandeur d'âme de ce monsieur. Il lui a laissé le parti. Alors on a voulu amalgamer ces problèmes conjugaux pour faire comme si c'était devenu maintenant le problème central de la Côte d'Ivoire. Une classe politique qui pense que c'est Gbagbo à 75 ans qui doit mener les combats, que des cinquantenaires et des gens qui ont 40 ans doivent mener qui ne le font pas. C'est-à-dire affronter la France. Et la communauté internationale. Ils tournent tous, ils le voient. Ils disent que c'est le problème, ce sont les élections à 2 tours, à 1000 tours, machin et consorts. Ils tournent là en rond et que le problème c'est que Bédié, Ouattara et Gbagbo ont confisqué le système politique. Et maintenant il faut laisser à Ouattara le soin d'organiser sa succession. Une honte. Mais ils ne connaissent pas les forces de l'histoire. Qui a dit l'histoire? C'est souvent quand vos plans sont au point que l'histoire surgit et vous jouez une carte. Ce n'est pas fini à Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas là vous parler de checkpoint. C'est un prétexte que nous on a pris. Parce que le checkpoint, j'explique les origines, on le place dans son contexte. Et c'est votre génie d'ailleurs de savoir faire ce genre de thème qui permet d'expliquer les choses en fond. Ce n'est pas fini en Côte d'Ivoire. Ça commence maintenant pour les Ivoiriens. Il faut qu'ils regardent les évolutions géopolitiques et que les gens soient enfin sincères. Il faut arrêter d'adorer son bourreau. Il faut arrêter de faire des compromis à son bourreau. De le flatter en croyant que c'est l'eau flattant qui va cesser d'être un bourreau. Ça ne marche pas. Il faut faire la guerre. La vocation de la Côte d'Ivoire, c'est de faire la guerre à la communauté internationale en général et à la France. Et ils ont le moyen de gagner ce combat. Toute tentative de vouloir faire du cinéma, de jouer au diplomate, de faire ce qu'on voit là, ça fait rire, ça fait pitié. Parce qu'en face, vous avez affaire à des non-humains qui ont pris la Côte d'Ivoire depuis longtemps et qui estiment que c'est leur chose, ils ne vous le mettront jamais. Sans une guerre de libération nationale en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autre horizon politique en Côte d'Ivoire que ça. Tous ceux qui vendent le contraire sont des charlatans. Des charlatans.
Donc il n'y a pas une autre solution en Côte d'Ivoire, c'est une guerre de libération nationale. Et s'ils prennent cette voie, ils vont la gagner. On ne comprend pas justement comment 950 militaires français sont stationnés à Fort Worth depuis plusieurs décennies aujourd'hui et que les Ivoiriens ne sortent pas pour leur demander de partir. Ils sont sortis, on les a tués. On n'a pas fait de procès à l'ordre ivoirien. L'histoire du peuple est faite de flux et de reflux dans l'intensité de la lutte. Les Ivoiriens ont lutté, ils ont lutté avec Gbagbo pendant des années. Ils ont lutté pour défendre leur pays sous Chirac. Ils ont tenu la rébellion pendant 10 ans, ça les a épuisés. Il y a eu des erreurs, certes, mais ce n'est pas le procès qu'on va leur faire. Si c'est leur faute, s'ils n'étaient pas suffisamment armés pour affronter la communauté internationale, vous devez faire comment? Justement. Dans un contexte d'unipolarité géopolitique, imaginez-vous que le conflit là se répète maintenant. Vous allez voir un match. Et ça va arriver, hein? Le terroriste de Côte d'Ivoire, qui a fait des bases, qui crée des bases américaines, même interplanétaires, c'est une question de temps. Il perd son temps, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Il n'est pas le premier homme à se prendre pour Dieu, alors qu'il n'est même pas encore sorti, il n'a même pas encore mérité d'être classé parmi les hommes quand on voit ses actes qu'il pose. Donc les gens rêvent, mon cher Ngous. Il faut que des hommes politiques ivoiriens, la société civile se ressaisissent en Côte d'Ivoire et arrêtent de louvoyer sur la bataille de leur pays. C'est une guerre de libération nationale. Et l'unité doit se bâtir autour de ça. Pas la démocratie, avec la Afrique des sangs. Et qu'on soit des troubadours qui sortent de partout pour dire qu'il y a une démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a une démocratie dans une colonie. Hein? Et ce genre de colonie-là, où le colonisateur, c'est un conglomérat, c'est un gang international qui a fondu sur votre pays. Vous n'avez même pas affaire à un ennemi, c'est la communauté internationale. Mais elle n'est pas indépendante, on peut la battre. Moi, pendant l'élection présidentielle qui est passée en Côte d'Ivoire, des politiciens venaient se mettre sur le plateau pour dire que non, vraiment, actuellement, là, ne parlons pas de la communauté internationale, vraiment, essayons de... Et je leur ai dit, vous allez voir, voilà les résultats de votre élection, voilà comment ça va se passer exactement. Je leur ai dit, il y a les archives, qu'ils ont le courage de regarder en face. Moi, je leur ai dit. Donc, les peuples connaissent dans la constitution de leur histoire des moments d'intensité en termes de combativité dans la lutte. Il y a des moments où la lutte prend d'autres formes, du silence, d'une apparente passivité. Non, c'est que les choses sont en train de mûrir, mon cher gosse. Vous savez, nous avons l'exemple de nos frères du Mali, qui doivent nous apprendre à ne jamais désespérer d'un peuple. Les Maliens, il y a 8 ans, ce n'est pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, vous voyez, dans les Ivoiriens, c'est un grand peuple. Ils ont montré par le passé qu'on pouvait compter sur eux. Ils ont fait l'histoire de l'Afrique. La question de la Côte d'Ivoire est un problème africain et même mondial. Mais c'est aussi d'abord la responsabilité des Ivoiriens de prendre en charge le destin de leur pays, en étant intransigeants. Merci beaucoup, président Badekaïn, d'avoir été de nôtre. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. C'est votre chaîne, vous également. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée et à très bientôt.